Alors cette période Ramadan Carême, essentiellement Ramadan pour moi, est véritablement un moment où je consacre beaucoup de temps à l'écriture. Ceux qui me suivent sur Substack le savent, je suis en train d'écrire une série sur mon interprétation des documents déclassifiés du dossier JFK, mais également de toutes les déclassifications qui pourraient avoir lieu dans les mois suivants. J'ai déjà publié 2 lettres de cette série, il en reste 3. Et elles ont eu un fort impact et je vous en remercie. J'ai eu énormément de demandes de personnes pour libérer leur compte. Alors évidemment, j'ai eu à peu près une trentaine de fois plus de demandes que de nouveaux abonnements, c'est-à-dire de personnes me demandant la possibilité d'être dans la gratuité. Et évidemment, je l'ai fait sans aucune condition, comme je m'y étais engagé, parce que je pense que c'est la règle de la gratuité. Et en revanche, je souhaite et j'espère qu'un certain nombre de personnes qui ont plus de moyens, qui ont également, comme ceux qui demandent cette gratuité parce qu'ils ont l'intérêt de lire, mais ils n'ont pas les moyens, donc pas de ségrégation par l'argent, eh bien ceux qui peuvent se le permettre, eh bien merci de faire cet effort parce que moi je fais un effort considérable. Chaque matin, je me réveille aux alentours de 4 heures du matin, je commence à réfléchir, à écrire, à reprendre des notes, à reconstruire, à améliorer sans cesse des raisonnements que je construis avec vous pas à pas, déjà depuis des années, et qui sont, je pense, de plus en plus précis, de plus en plus fluides, de plus en plus compréhensibles, mais également de plus en plus profonds, de plus en plus étayés, qui lient des choses très séparées. Et c'est pour ça que j'utilise souvent l'expression de pèlerinage en tant que journaliste citoyen, parce que quand vous faites un pèlerinage, votre corps se prépare petit à petit à des moments plus difficiles, à des moments de privation, à tout type d'épreuves en fait qui vous attendent. Et bien là, c'est la même chose. Dans la lettre que je viens de publier avant de faire cette introduction à un débat à bâton rompu avec Karl Brochu, je fais véritablement un état des lieux qui me semble indispensable à aujourd'hui de la situation dans le monde. Et je parle évidemment des 2 sujets qui sont purulents, entre guillemets, c'est le régime de Zelensky en Ukraine et le régime Netanyahou en Israël. Dans les 2 cas, on a, vous le verrez, de profondes similitudes. Mais ce qui se passe dans le monde n'est pas du tout rassurant, au contraire, ça ne veut pas du tout dire que je change mon interprétation du rôle de ceux que j'appelle les 5 fantastiques. Au contraire, ça prouve bien qu'ils ne pourront pas du tout fonctionner de façon autonome les uns des autres. Ils doivent s'allier, c'est indispensable. Et donc on a déjà, et c'est le début de ma lettre, une alliance très forte, très solide, entre la Chine et la Russie. Maintenant, il y a un blocage qui est en train d'être déverrouillé entre Trump et ce binôme. Puis, tout ça, évidemment, permettra à Ben Salman d'Arabie Saoudite de se joindre à ce groupe auquel, évidemment, Musk sera intégré puisque c'est le sens de toute sa vie, de toute sa carrière, comme je l'ai expliqué dans différentes lettres passées, et en particulier une lettre publiée il y a 3 jours où je réexplique à quel point Musk est un personnage éminemment fantastique et éminemment important pour l'équilibre du monde. Alors pour ceux qui souhaitent s'abonner à ma lettre Substack, eh bien vous avez différentes possibilités. Vous pouvez le faire directement sur le site, c'est ce que je recommande, mais un certain nombre d'entre vous ont rencontré des difficultés. Alors, essayez si vous souhaitez, et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Par ailleurs, certaines banques demandent uniquement de vérifier une somme de 0 €. Ça ne change rien par rapport à l'abonnement que vous avez décidé de prendre. Si vous avez décidé de prendre un abonnement mensuel ou annuel,
eh bien c'est le montant qui a été choisi qui sera prélevé aux échéances qui ont été décidées. Le système Substack est un système absolument sûr, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez arrêter votre abonnement, mais il restera valable jusqu'au terme de ce qui a été payé. C'est-à-dire que si vous décidez de suspendre un abonnement d'un an, quelques jours après vous êtes abonné, vous profiterez complètement des conditions de l'abonnement pendant un an. Et si dans un an, vous décidez finalement de reprendre, vous recevrez un email vous proposant éventuellement de resouscrire. Comme ça, vous serez informé. De la même manière que si vous n'avez pas suspendu les choses, conformément aux lois, puisque c'est un système véritablement propriétaire de grande qualité, Substack, il y a plus de 5 millions de personnes qui écrivent des lettres ou qui lisent des lettres sur Substack, il y a une très très forte croissance, avec pratiquement tous les journalistes citoyens que vous appréciez, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs. Moi, je suis lu dans 130 pays. Donc j'ai plus de pratiquement 13 000 personnes qui me lisent, eh bien ce système vous alerte et vous dit attention, dans 15 jours, vous allez avoir un nouveau prélèvement, ou dans un mois, je ne sais plus quelle est la date, est-ce que vous souhaitez toujours rester? Et vous dites oui ou vous dites non. Et les choses se poursuivent comme vous le souhaitez. Si un certain nombre d'entre vous ne souhaitent pas rentrer leurs données bancaires dans ce système, eh bien, si vous avez l'habitude d'utiliser PayPal ou Tipeee, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à me demander les informations à bertrand@55bellechasse ou de lire dans la description de cette vidéo toutes les informations qui vous permettent de le faire. Immédiatement, quand quelqu'un paye par PayPal ou par Tipeee, je débloque son compte sur Substack pour qu'il ait accès à l'intégralité des choses. Si par hasard ça m'échappait, relancez-moi et je le ferai avec plaisir. Par ailleurs, certaines personnes ne sont pas inscrites sur Substack avec le même nom que leur PayPal. Et donc, je peux avoir des difficultés à faire le rapprochement entre les deux. Donc, facilitez-moi la tâche parce que j'y passe déjà beaucoup de temps, croyez-moi. Par ailleurs, évidemment, les personnes qui ont demandé à ce que je leur fasse découvrir du bon miel bénéficient également de cet abonnement, entre guillemets, gratuit. Alors c'est sympa parce que comme ça, psychologiquement, j'ai l'impression d'avoir plus d'abonnés payants. Pour moi, évidemment, c'est loin d'être sympathique puisque je fais ça maintenant pour essayer ou pour espérer que d'ici quelques mois, je réussisse à en vivre. Alors je ne fais pas de grandes émissions, je ne fais pas de grands moments pour dire comme un Téléthon ou autre que voilà, on a une soirée pour payer. Parce que déjà beaucoup de gens le font et c'est tout à fait respectable. Moi, j'ai rien à dire par rapport à ça, mais parce que je continue à le faire au fur et à mesure en travaillant. Alors parfois, c'est des émotions plus vives qui m'habitent quand je vous le demande. Parfois, c'est voilà, c'est purement pour vous rappeler que je vis de votre volonté de participer à mon effort par votre contribution. Je ne demande pas du tout de charité. Je pense que je produis un travail qui est utile et bien au-delà de moi, puisque à lire vos commentaires, à lire vos messages de plus en plus nombreux, je sens que je vous aide et parfois bien plus à supporter cette période absolument inquiétante. Alors moi, je reste évidemment très optimiste parce que j'ai la foi et je vous invite également à vous reposer les bonnes questions sur les dangers concrets de la laïcité qui nous a éloignés de notre foi, mais également d'un discours de double standard qui sont effrayants
comme vous le découvrirez dans ma nouvelle lettre, mais d'une façon générale dans les lettres. Parfois, je découvre certains d'entre vous qui n'ont pas franchi le pas des lettres Substack. Sachez qu'il existe sur Patreon la possibilité d'avoir, avec quelques jours de retard, les lettres lues par une personne qui les lit vraiment magnifiquement bien. Ça passe un beau moment, ça vous permet d'écouter ça dans votre voiture ou en faisant autre chose. Il existe également à l'intérieur de l'application Substack la possibilité de lire les lettres avec une intelligence artificielle. Et là encore, c'est moins agréable puisque l'intelligence artificielle lit absolument tout ce qui est écrit, alors que la personne humaine ne lit que la lettre dans le flux de la lettre et spécifie bien ce qui est en aparté ou pas. Voilà, en tout cas, véritablement, je vous remercie. J'ai toujours, et peut-être plus que jamais, besoin de vous au fur et à mesure où je m'expose de plus en plus frontalement et où, comme vous savez, j'ai cette plainte et des audiences à venir dans le cadre d'une plainte à mon encontre de Brigitte Macron. Voilà, c'est quelque chose qui nécessite également du travail, qui nécessite des efforts et qui nécessite un important budget parce que ça ne se prépare pas sans une attention très précise, puisque au-delà d'une amende très forte qui peut m'être attribuée, il peut également y avoir une condamnation à de la prison. C'est pour ça d'ailleurs que la police judiciaire était venue me chercher à mon domicile à 6 h du matin, début décembre. Voilà, j'espère que la vidéo qui arrive va vous plaire. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de vous inscrire à ma lettre Substack. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Karl et bonsoir à tous qui êtes fidèles à notre émission dominicale. Oui, c'est devenu dominical, effectivement. Le dimanche soir en France, le dimanche fin d'après-midi au Québec. Notez qu'actuellement, on a 5 heures de décalage et non pas 6 heures, parce qu'au Québec, on a déjà devancé l'heure. Donc, des fois, là, il y a des petites confusions dans les horaires de mes émissions. Bertrand, écoute, on a eu encore une fois un autre entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Tu suis le dossier de près. On a bien d'autres sujets ensuite au Proche-Orient à traiter ensemble. Mais moi, je pense qu'entre Trump et Poutine, on n'a pas juste parlé de l'Ukraine. C'est devenu le duo qui, on espère, en tout cas, fonde beaucoup d'espoir pour la paix dans le monde, malgré la réaction des dirigeants européens. Parle-nous un peu de la situation. Alors déjà, je veux dire un préalable, c'est que c'est pas parce que Trump est président des États-Unis qu'il a un pouvoir immense. C'est pas parce qu'il signe des executive orders que c'est fait. Aux États-Unis, c'est un pays qui ne fonctionne pas du tout comme la France. En France, on a un président tout puissant. Donc il a envie de donner des milliards à l'Ukraine, il donne des milliards. Il a envie de donner des mirages, il donne des mirages. Il a envie de parler du nucléaire, voilà, nucléaire. Il a envie d'avoir quelqu'un à plein temps pour gérer des affaires de perruque à l'Élysée, il le fait. C'est pas du tout comme ça aux États-Unis. Le Congrès, il y a déjà 2 branches avec le Sénat et le Congrès, pardon, qui votent et qui ont des responsabilités très importantes pour prendre des décisions en ce qui concerne le budget, le déficit, etc. La CIA, le Pentagone ont une grande autonomie vis-à-vis du président. Les juges sont complètement autonomes. La Cour suprême, effectivement, le président nomme, mais il y a tout un processus pour que les nominations du président soient validées qui est extrêmement compliqué. Donc, il est obligé de choisir des personnes qui sont pas clivantes et qui peuvent être acceptées par tous les parties prenantes. C'est pas comme en France où on a un conseil constitutionnel dont le président est Ferrand et c'est vraiment un ultra proche de Macron qui est sans doute là pour que Macron puisse prendre les pleins pouvoirs en temps utile et rester au pouvoir au-delà de son second mandat, puisque c'est ça qui est l'objectif. Donc Trump, il a beaucoup de pouvoir pour parler,
Et d'ailleurs, Poutine en plaisantait puisqu'il était interrogé par des journalistes et qui lui disaient « Mais vous n'êtes pas inquiet avec tout ce que Trump dit sur l'Iran, sur la Chine, sur la Russie, sur les sanctions ?» Et il dit « Non, non, pas du tout. Ça fait partie de son job. Aux États-Unis, ils ont besoin de théâtre, ils ont besoin de gens comme ça. Mais c'est pas du tout ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment, quelle est la nature des discussions. » Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a su récemment, c'est que Poutine, quand Trump, il y a eu la tentative d'attentat contre lui, a déclaré qu'il était allé prier pour Trump et prier pour qu'il soit pas tué à nouveau. Alors que si vous vous rappelez, à l'époque, quand on interrogeait les Russes sur qu'est-ce que vous pensez de l'élection, ils disaient tout le temps, on s'en fout, de toute façon, avec les États-Unis, ce sera toujours pareil. Sauf que, comme le dit Trump en parlant de Poutine et Poutine en parlant de Trump, ils se comprennent bien au-delà des mots. Et surtout, Poutine, il faut savoir qu'il est arrivé en Russie au pouvoir en 1999. En 1999, il a été nommé par Helsinki qui a démissionné. Donc il est passé entre les gouttes d'eau des Anglais et des Américains qui contrôlaient le pays et des médias qui étaient complètement occidentaux, un pays qui était également contrôlé par la mafia à un point qui est inimaginable et par quelques oligarques. Donc Poutine, il est arrivé à un moment où il n'avait que des ennemis. Et il a d'ailleurs donné des anecdotes à cet égard. Il a raconté que quand il est arrivé, il y avait des oligarques qui lui avaient dit « Mais de toute façon, vous serez jamais président, vous pourrez jamais passer », avant qu'il soit nommé par Helsinki. Et lui disait « Bah écoutez, moi ça m'intéresse pas, mais si ça devait m'arriver, ce serait une mauvaise idée de vous mettre sur mon chemin parce que je sais exactement la nature de ce que serait ma mission. » Et donc il y a une très grande différence entre Trump et Poutine, c'est que Poutine dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Trump dit à peu près exactement l'inverse. C'est-à-dire que Trump, il est dans ce qu'était la Russie pour Poutine, puissance 1 milliard. C'est-à-dire qu'il est dans le pays le plus excessif dans l'infiltration par les forces du mal. C'est-à-dire quand il parle de marécage, en fait la vraie question c'est aux États-Unis, à part une petite partie du peuple qui a des armes et qui est prête à se battre si jamais certaines limites sont franchies en termes de droit de parole et droit de port d'armes, eh bien, il y a très peu de choses qui fonctionnent bien. Trump réalise que, à part X, les réseaux sociaux qui étaient censés l'aider, les intelligences artificielles, etc., continuent le même travail de sape. Les juges prennent pratiquement sans cesse des décisions qui sont en opposition avec tout ce que veut faire Trump sur les migrants, sur le LGBT+, sur le financement des universités, sur toutes les questions, les juges vont contre lui et parfois même la Cour suprême. Dans son propre parti, il y a beaucoup de gens qui sont totalement contre lui sur les positions, par exemple, qu'il a en Ukraine, y compris des gens qui avaient été choqués par l'attitude de Zelensky il y a 15 jours et qui ont déjà oublié parce qu'ils ont reçu d'autres instructions de ceux qui tirent vraiment les ficelles. Il est donc complètement harcelé. D'ailleurs, aujourd'hui, il faisait une image sur son réseau social et qui était « fight, fight, fight ». C'est-à-dire qu'il doit se battre tout le temps, comme Elon Musk. Et je tiens à dire, d'ailleurs, en parlant d'Elon Musk, que je crois qu'il n'y a aucun chef d'entreprise qui est autant attaqué que lui, puisque la compagnie Tesla, au début, les gens disaient, quand il avait fait son signe nazi, il faut se débarrasser des Tesla, j'ai honte de rouler en Tesla, il y avait des autocollants, j'ai acheté une Tesla avant de savoir qui était Musk. Maintenant, ils sont allés à un rang au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines d'endroits aux États-Unis où ils attaquent les conditions Tesla, mais ils se contentent pas, comme certains mouvements verts ou mouvements, de faire des inscriptions. Ils détruisent avec des cocktails Molotov des centaines de voitures Tesla. Et il y a un nouveau mot d'ordre qui s'appelle résistant. C'est-à-dire qu'on est au tout début d'une vague qu'on pouvait tous craindre, qui est une vague de, pas de coup d'État, mais de début de guerre civile, de tendance à la guerre civile. Et c'est extrêmement grave, parce qu'en réalité, la situation aux États-Unis, elle est quasiment intenable. Le niveau de la dette est pire que jamais. Trump ne réussit absolument
rien tel qu'il avait prévu. Il voulait la paix rapidement en Ukraine. Eh bien maintenant, il est face à toute l'Union européenne et en particulier Macron contre lui. Il voulait la paix au Proche-Orient. C'est le volcan en ce moment comme il n'y a jamais eu, puisque on a Gaza qui est sous les bombes, mais à un rythme, avec un rythme de mort qui n'avait jamais été atteint avant le cessez-le-feu. C'est-à-dire que maintenant, la première nuit, il y avait plus de 600 morts, et maintenant, on est exactement au même rythme. Et ce sont principalement des femmes et des enfants, et contrairement à ce que l'armée israélienne affirmait, ils ne préviennent plus du tout quand ils bombardent. Et ils bombardent maintenant tout azimut. Et d'ailleurs, il y a l'ancien patron du Shin Bet, c'est-à-dire un des services secrets, vient d'être viré. Je rappelle qu'il y a quelques mois, il y avait un chef d'état-major qui avait été viré. C'est-à-dire que Netanyahou supprime tous les gens qui posaient trop de questions par rapport au 7 octobre et qui posent trop de questions par rapport à des révélations qui sont faites concernant Netanyahou. C'est-à-dire que le journal YNet vient de révéler, donc un journal israélien, que Netanyahou, au moment du début, le 8 octobre, quand son chef d'état-major était venu lui dire on a frappé 1500 cibles, l'a engueulé en disant je voulais 5000 cibles au minimum. Et l'autre lui dit mais non, mais on a pu identifier que 1500 cibles légitimes. Et il a répondu j'en ai rien à foutre, vous détruisez ce que vous voulez, des maisons, des hôpitaux, des écoles, ce que vous voulez, je veux 5000 cibles. Donc en fait, il n'était pas du tout, contrairement à ce qu'il dit, en train de chercher à trouver le Hamas et les gens qui avaient pu faire des actes destructeurs dans le cas du 7 octobre, donc les prises d'otages, les assassinats, les viols, puisque c'était de toutes ces choses-là qu'on parlait, c'était vraiment de détruire. Et aujourd'hui, il vire le patron du Shin Bet parce que toutes les enquêtes montrent qu'il n'y a pas eu de viol, qu'il n'y a pas eu de bébé assassiné, qu'il n'y a pas eu du tout de violence ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que tout ce qui a été raconté le 7 octobre, eh bien, le patron des services secrets, maintenant, avait la preuve que c'était faux, allait le dire, résultat, il se fait virer. Et c'est pour ça qu'il y a plein de monde dans les rues de Tel Aviv, parce que les gens se rendent compte qu'ils ont à la tête de leur État quelqu'un qui est un dictateur. Et donc, on voit les choses se mettre en place. On a Netanyahou qui est en train de devenir un dictateur et qui joue contre Trump. C'est-à-dire que Trump est obligé de le suivre parce que sa situation, elle est volcanique. Les Américains ne comprennent pas pourquoi ils ne soutiendraient pas. Donc, il est pris au piège par Netanyahou, ce qui rend fou les Chinois, ce qui rend fou l'Arabie Saoudite, ce qui rend fou évidemment la Russie, puisque dans le même temps, c'est tous les chrétiens d'Orient qui se font tirer dessus. Au Liban et en Syrie, où en même temps que Netanyahou bombarde la Syrie, les gens proches du nouveau gouvernement tuent tous les chrétiens d'Orient. Donc on a une situation qui est juste impossible. Tu évoques toute l'influence là de l'EPAC et c'est un peu ça que tu cites. Exactement. Je veux te lire ce que Jeffrey Sachs a dit dans une conférence cette semaine. Très intéressant, puis je veux te voir réagir à ça. Netanyahou est le véritable président des États-Unis et c'est le plus grand désastre qui nous soit arrivé. Parce qu'il a dirigé la politique étrangère américaine pendant 20 ans, résume Sachs, professeur à l'Université de Columbia. C'est Israël qui utilise les États-Unis comme si notre armée était entre leurs mains, ce qui est effectivement le cas. Et Sachs rappelle le résultat du plan de guerre néoconservateur juif révélé par Wesley Clark et où en est le Moyen-Orient aujourd'hui, la guerre en Syrie, la guerre au Liban, la guerre en Palestine, les troubles en Irak, la guerre au Yémen, le chaos au Soudan, le chaos en Somalie, le chaos en Libye. Beau travail, baby. Tous les républicains du Congrès ont un baby-sitter de l'EPAC, comme l'influence d'Israël dicte la politique américaine. C'est simple, ça. T'es un des rares à bien nous l'expliquer et à pas tomber dans l'amalgame. C'est très important de ne pas tomber dans l'amalgame puisque c'est le piège numéro 1. En fait, je vais te raconter une anecdote. Il y a 2 ans, 3 ans, on a commencé à faire des vidéos avec un gilet jaune qui s'appelle Vincent Le Maquis. Et lui, il était devenu un YouTuber connu à l'époque des gilets jaunes. Donc, il avait une grosse chaîne et on avait sympathisé dans une conférence. Donc, on s'était mis à parler ensemble. Donc, on parlait du Covid. C'était il y a 4 ans même. On parlait du Covid, on parlait de tout ce qui se passait dans le monde. Puis, on s'est mis à parler de l'Ukraine. Et quand Gaza est arrivé, lui, il avait déjà arrêté depuis quelque temps parce qu'il en pouvait plus. Donc, il était parti avec un âne. Mais moi, je prenais des nouvelles de lui de temps en temps, on se parlait et je lui disais, mais qu'est-ce que tu deviens, etc.
et on avait fait une conversation à 3 avec une amie à lui qui était en Palestine et qui s'occupait d'une association et qui racontait la difficulté. Et là, on n'avait pas encore la guerre. C'était juste qu'il racontait qu'en fait, il faisait ça, il essayait de continuer à la soutenir en faisant des cagnottes avec son âne, etc. Donc, j'avais été sensibilisé à cette question. Et quand était arrivé le début de la guerre, mais c'est pas une guerre, le génocide de Gaza, j'avais voulu parler avec lui et faire une émission, puisqu'à ce moment-là, j'avais déjà créé ma propre chaîne, comme toi. Et il m'avait dit, Bertrand, impossible. J'ai dit, mais pourquoi? T'as plein de choses à dire, c'est passionnant, t'es allé là-bas, t'aides des associations, t'es en contact avec des gens qui sont sur le terrain, t'es capable de parler de l'horreur que vivent les femmes, les jeunes filles, les jeunes mères, les femmes enceintes, etc., parce qu'elles ont aucun produit, elles ont plus accès aux hôpitaux, elles ont plus accès à rien, ça intéressera véritablement les gens. Et il me dit, non, parce que je suis tellement touché par ce qui se passe que je vais tomber dans tous les pièges. C'est-à-dire que je vais, à un moment ou un autre, tu vois, dans la conversation, je vais être pris par l'émotion et je vais dire des choses. Enfin, ma langue va fourcher parce que je vais faire des amalgames, parce que j'en peux plus, en fait. Et j'avais compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'en fait, ce système, il est fait pour que, et on voit bien, tu vois, par exemple, en France, les partis politiques, les hommes politiques qui osent parler de ça, à un moment ou un autre, ils tombent dans un piège. Et immédiatement, toute la bien-pensance tombe sur eux. C'est-à-dire que les gens en ont rien à foutre qu'il y ait 50 000 morts, qu'il y ait 300 ou 400 000 personnes qui sont mortes de plus que ce qu'il devrait y avoir. Parce qu'ils sont morts de maladie, ils sont morts d'infection de leurs blessures, ils sont morts de tout ça. Parce qu'on parle de 50 000 morts qui sont morts immédiatement. Mais on a plus de 300 000 morts en excès. Ça, c'est Donald Trump qui a permis de le savoir, puisqu'il estime aujourd'hui à 1,7 million, 1,8 million. Donc, en prenant même la fourchette basse de la population avant, la fourchette haute aujourd'hui, en se disant, allez, c'est peut-être, il s'est trompé, c'est 1,9 million, et puis c'était pas 2,4 millions ou 2,5 millions, disons que c'était 2,3 millions. On serait à plus de 400 000 morts en excès, sans compter toutes les naissances qui n'ont pas eu lieu. Parce que comment veux-tu avoir envie d'avoir un enfant dans les conditions où tu peux même pas t'assurer que ton enfant va pas mourir de froid? Et donc, par rapport à tout ce qui se passe, forcément, on perd son sang-froid face à des gens qui sont très cyniques et qui ne font que regarder la langue qui a fourché de quelqu'un en faisant oublier à tout le monde ce qui se passe à la télé. C'est-à-dire qu'en ce moment, en France, tous les hommes politiques, tous les syndicats, tout le monde crie parce qu'il y a un rabbin qui a été agressé. Tout le monde. Ça fait la une des médias, c'est horrible et tout, l'antisémitisme. Et moi, je suis scandalisé qu'un rabbin soit attaqué. Bien sûr. Oui, je suis scandalisé, mais j'en parle pas. Parce que je sais faire la hiérarchie entre les choses. C'est-à-dire que si je me mets à parler d'un rabbin qui a été violenté, mais je vais me mettre à parler de milliards de choses. Moi, j'essaye, quand on est ensemble, de parler avec une hiérarchie des choses. Un génocide télévisé, c'est très au-dessus. Une guerre avec des centaines de milliers de personnes qui meurent au Donbass, c'est très au-dessus. Des millions de migrants qui vivent dans des camps, en Turquie, ou dans des conditions impossibles, en France, ou à Calais, ou n'importe où dans le monde, ou maintenant aux frontières du Mexique. Parce qu'on n'imagine pas ce que c'est. Tous les gens que Biden et son gouvernement avaient laissé croire qu'ils allaient pouvoir venir. Et en fait, ils sont partis trop tard. Et ils sont pas arrivés dans les temps, entre guillemets, pour pouvoir s'infiltrer aux États-Unis. Et qui se retrouvent maintenant entre les mains de mafias, comme des esclaves, mais pire qu'on peut imaginer. Et les femmes qui sont prostituées, et les enfants dont on n'a aucune idée du destin. Mais tout le monde s'en moque de ces gens-là. Parce que d'un côté, ils sont très fiers d'avoir fermé les frontières, et de l'autre, les pays disent, nous, on peut pas gérer, on n'a pas les moyens, on est en crise. Parce que le monde entier est en crise. Nous, en fait, en France, la seule raison pour laquelle on tient, c'est d'une part parce qu'on a eu des gouvernements visionnaires et on a des centrales nucléaires, et on pourrait en avoir bien plus si on n'avait pas tous les cons qui nous gouvernent maintenant, mais surtout parce qu'on vend des armes à tir-larigot. Ah oui. Et qu'on fabrique de l'argent avec rien du tout, avec du vent. Et donc, pour l'instant,
La paix sociale, comme à l'époque du Covid, elle est achetée. Et ça va finir un jour. Un peu mais c'est pour dire que la situation de Trump, elle est sur un siège éjectable, et aujourd'hui, il se dit la seule chose facile, ce serait d'acheter le Groenland. En fait, tu vois, il en est arrivé là, à se dire, il faut que j'ai une victoire. Netanyahou m'a baisé, Macron m'a baisé, le pape est toujours pas mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure dans le chat, le pape est pas mort. On s'éloigne de la prophétie des papes, mais pas du tout. La prophétie des papes, elle dit que quand il mourra, il se passera quelque chose. Donc on s'en éloigne pas du tout, au contraire. Ça veut dire que il devrait mourir plus tard. Il devrait mourir à un moment où vraiment les choses deviennent cataclysmiques, malheureusement. Mais ouais, pour Elon Musk, pour Trump, c'est très très compliqué, et pour le monde, c'est très compliqué. J'ai tellement l'impression d'en revivre des épisodes de la COVID avec des journalistes de plateau qui nous fait la leçon. À l'époque, c'était Didier Raoult, où nous, ici au Québec, on avait des journalistes de plateau qui contredisaient un des plus grands spécialistes de la question. On était capable de le contredire puis de le faire passer pour un charlatan. Et actuellement, par rapport à Donald Trump et tout ce qui entoure ça, on est exactement dans le même phénomène. On invite des gens sur le plateau là, essentiellement pour nourrir le narratif anti-Trump et faire oublier la crise là, qui prend de l'ampleur de plus en plus. Là. On sent que Trump et Poutine... On comprend que Poutine, dans ce duo-là, comprend toute la complexité du travail de Trump. Et je pense qu'en privé, il y a un tout autre discours de ce que, en ce moment, on essaie de nous expliquer. Ni toi, ni moi savons ce qui s'est dit vraiment. Mais je pense que quand tu regardes froidement les choses, Trump, il annonce des sanctions contre et des taxes sur la Chine. Mais quand tu regardes, Chine dit on veut travailler mieux avec les États-Unis. C'est pas parce qu'ils cèdent par rapport aux menaces. C'est qu'ils savent que si Trump s'écroule, si les États-Unis s'écroulent, ça aura des conséquences dramatiques sur le monde entier. Ensuite, Poutine, c'est pareil. Ben Salman, c'est exactement la même chose. Ben Salman voit bien qu'avec la folie de Netanyahou vers l'Iran et l'obligation qu'a Trump de faire semblant d'être complètement sioniste, c'est très très compliqué. Et comme tu dis, je pense que quand Trump et Poutine parlent entre eux, et sans doute plus souvent que ce qui est dit, ils doivent parler de ça. Ils doivent dire à Trump, écoute, maintenant, tu dois jouer le tout pour le tout, parce que de toute façon, si on fait pas sauter Netanyahou, si on fait pas sauter Macron, si on fait pas sauter un certain nombre de fous à Bruxelles, c'est la guerre mondiale. Exactement. Puis je commence aussi à croire énormément des gens qui me disent si c'était les démocrates qui étaient là, on serait actuellement en Troisième Guerre mondiale. Oui. Trump essaie de déjouer l'histoire, essaie de déjouer les plans qui sont en place là depuis plusieurs décennies là, et tout va aussi, et c'est Arnaud Develay qui me le disait cette semaine, Bertrand, l'influence dans les médias aussi de l'état profond. Soyons polis là, encore une fois. Et c'est pas une influence, c'est un contrôle complet. Complet. Écoute, je te l'ai montré la semaine dernière, la presse nous a donné un mensonge concernant les armes sonores. Tout de suite, on a sorti ici au Canada un article disant que ça n'avait pas été utilisé. Heureusement qu'à Brochu TV, on a pu vous montrer plusieurs exemples en direct grâce à Yves Bataille. Et c'est très, très, très important le travail qu'on fait actuellement, Bertrand. Parce que là, j'ai l'impression qu'on s'en va vraiment dans une période là, très, très intense, plus qu'on pense. Parce que les Russes arrêteront pas d'avancer. J'ai l'impression que c'est... Cette fois-ci, ils ne feront rien tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. C'est fini. Ils vont pas retomber sur Boutcha, en fait. Ah oui, puis avec les psychopathes actuellement que vous avez en Europe, y a-t-il une question d'ego aussi, Bertrand? C'est-à-dire que l'Europe qui a colonisé l'ensemble du monde, qui a dirigé le monde aujourd'hui, se voit complètement tassée des puissants de ce monde. On voit que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni est complètement édenté, complètement dans ce projet d'Union européenne où on a essayé de dissoudre les identités. On voit même qu'au niveau militaire, d'amener sur le front
4 armées différentes avec des langues différentes et autres. Ça ne tient pas la réalité. Donc, sauf qu'ils mettent en avant la puissance nucléaire. C'est ça. Et c'est là où c'est grave. C'est-à-dire que en quelques semaines, ils n'arrêtent pas d'utiliser le mot nucléaire, parapluie nucléaire, bombe nucléaire, sous-marin nucléaire, et pas que la France et l'Angleterre. Oui. Macron, il y a quelques jours, il faisait un discours dans la base de Rafale qui porte les missiles nucléaires. Il y a quelque temps, il y avait un sous-marin nucléaire qui était au large du Canada. Le Premier ministre anglais Starmer a visité un sous-marin nucléaire. C'est la première fois depuis au moins 15 ans qu'aucun Premier ministre anglais n'avait fait ça. Parce que tu vois, et là maintenant, Macron annonce que pour cet été, il va y avoir un guide de survie qui va être donné à tous les Français. Sous-entendu, en cas de guerre nucléaire. Donc t'imagines, avec le Covid, il y a eu des problèmes de PQ. Je te dis pas les problèmes de conserve qui arrivent là. Quand tout le monde va vouloir acheter 6 mois de réserve de conserve, parce qu'ils ont reçu un petit fascicule qui leur dit vous devez avoir 10 jours. Donc les gens de 10 jours, ils vont en déduire 50 jours et ils vont aller 500 jours et ils vont aller acheter des camions de conserve. Et où le chaos va s'installer, Bertrand, puis là on le voit très bien, c'est dans les endroits où justement les mondialistes ont remplacé la population. Je vois très bien le scénario des grandes villes où des gens fraîchement arrivés là auront très peu de repères et très facile à manipuler par la suite. Et là tombent les questions de religion, d'amalgame, parce qu'ici au Canada, là, je sens que tout ce qui touche à la Palestine en ce moment, on est en train de transformer ça là, comme on les associe beaucoup à l'extrême gauche. On disqualifie ceux qui, comme toi et moi, essayons de faire la part des choses puis d'éclairer les gens sur ce drame humain-là. Qu'on soit d'un bord ou de l'autre, on peut pas nier ce on peut pas nier ce qui se dit pas actuellement dans les médias de masse. Parce que ce que l'Ukraine nous fait oublier, là, puis ça semble, moi, c'est de l'information que j'ai un peu partout dans les derniers jours, ça semble s'intensifier beaucoup au Proche-Orient. Et moi aussi, j'ai l'impression que Trump commence à en avoir plein les... Ah oui, oui, et il peut rien faire. Trump ne peut rien faire parce qu'en fait, la priorité que comprend bien Trump, c'est que les Européens et l'OTAN sont complètement fous. Et Poutine le comprend bien. Et réellement, l'armée ukrainienne est sur le point de s'effondrer. Donc à la fois, Poutine et Trump, aucun des deux veut que l'Ukraine s'effondre. Poutine ne veut pas avoir à gérer l'Ukraine. Et Trump ne veut pas avoir à gérer l'Ukraine. Et l'Ukraine ne sait plus se gérer elle-même. Mais les Européens, si l'Ukraine s'effondre et que les Russes se rendent comme dans du beurre, ils vont dire, ah là là, on doit lancer des bombes atomiques pour les calmer. Ils vont trop vite. Et donc, ils le savent, ils ont compris qu'il y avait vraiment ce risque. Les Polonais vont dire, regardez, les Russes sont à nos portes, on avait déjà les Biélorusses, maintenant on a les Russes, ils vont pas s'arrêter là. Enfin, ils vont mettre ça dans la tête de tout le monde. Les gens vont les croire. Et comme les gens vont les croire, ils vont pas comprendre pourquoi leur gouvernement font rien. Parce que si tu te balades dans la rue en Europe, les gens croient que Poutine, c'est un mec très dangereux, un dictateur, tueur de journalistes, dépeceur de concurrents politiques, etc. C'est-à-dire, on a une inversion complète de la réalité. Donc, les gens qui ont 50 ans, ils sont prêts à aller se battre contre la Russie. Et puis, Bertrand, nous qui sommes un peu dans le réel actuellement, on voit très bien aussi que Poutine a tout avantage à être patient, parce qu'avec la réaction de l'Europe, j'ai l'impression qu'ils vont vivre des heures très sombres et ça va se régler à l'intérieur par des mouvements ou des soulèvements qui risquent de les tasser, ces gouvernements-là. Je pense que les Russes comprennent très bien ça, que les Américains de Trump comprennent très bien ça. Laissez-les gesticuler. Quand ils vont avoir fini de gesticuler et vivre ce chaos économique-là, parce que ils vous ont complètement déculotté avec Nord Stream 2. Ils ont transféré beaucoup d'usines quelques-unes aux États-Unis et l'autre chose qui semble surprendre bien du monde, Bertrand, puis la plupart des géopoliticiens un peu allumés l'avaient dit, avec les sanctions, avec tout ce qu'on fait à la Russie actuellement, qu'on n'a pas grand-chose à reprocher, à part que de vouloir nous fournir en matière première l'Europe, entre autres. À bas coût, à bas prix. Ben oui, et plusieurs disaient le pôle économique, qui était l'Europe versus la Russie, va se déplacer en Asie. Et c'est juste ça qu'on assiste.
Et l'autre chose, c'est que cet empire maritime anglo-saxon-là va faire place à qui est mué essentiellement par l'économie virtuelle, va se péter la face sur l'économie continentale qui est en train de se créer. Regardez l'Arabie saoudite en ce moment, comment elle comprend son rôle entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ils sont, eux, là, le centre du monde. Donc, eux autres aussi ont avantage à ce que les États-Unis tombent pas rapidement et joignent ce groupe-là en oubliant leur petit complexe de supériorité. Moi, je pense que c'est ça là que Poutine doit faire attention. Le gros bébé là qui va avoir sa peine d'amour, puis il faut faire attention là qu'il fasse pas trop de dégâts, c'est cette ivresse de puissance-là dans laquelle on est encore plongé, que j'ai l'impression que l'Europe aussi, un petit égo européen là qui est en train de si tu veux, ce que tu dis, ça permet de rebondir un peu. C'est-à-dire, moi, je parle beaucoup des 5 fantastiques et j'ai un peu moins parlé des 6 maléfiques parce que je voulais pas que ça soit trop compliqué d'un seul coup. Mais ce que je voulais dire en parlant des maléfiques, c'est qu'en fait, et j'ai toujours expliqué ça en disant, il y a un binôme qui est vraiment les super maléfiques, c'est le binôme de l'Élysée, et en dessous, il y en a 5 qui sont vraiment des gens très puissants et très mauvais. Et vous avez deviné, dans l'ensemble, il y a Netanyahou, il y a le pape François, et je dirais les autres en son temps. Il y en a 3 autres. C'est très compliqué de les dire. Dans mon esprit, ils n'ont pas du tout changé depuis le début. Mais vraiment, c'est des gens, c'est très dangereux de citer leur nom comme ça. C'est pas des chefs d'État. Et c'est des gens importants. Mais le plus essentiel à comprendre, parce que je me rappelle quand j'avais parlé de ça, les gens me disaient, mais c'est Biden, c'est Obama, c'est Blinken, c'est machin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mal, il est extrêmement diffus. C'est-à-dire que la corruption des âmes, le pacte avec le diable, la bêtise, les péchés, etc., c'est quelque chose d'extrêmement humain. C'est-à-dire on a tous, on fait tous des faux pas, on fait tous des erreurs, on fait tous plein de choses. Mais il y en a qui font beaucoup plus de choses et qui sont à des postes importants. La pédophilie, les crimes, les énormes escroqueries, le commerce de la drogue, la pornographie, enfin toutes ces choses-là, si tu veux, elles ont des conséquences sur la famille, elles ont des conséquences sur les repères, la foi, enfin, si tu veux, les gens qui promeuvent de façon outrancière l'IVG, les changements de genre. Et donc, c'est très difficile de dire aux États-Unis qui sont les gens qui portent le mal. Et c'est là où c'est très important de comprendre cette notion d'adorateur du diable qui n'a rien à voir avec les gens qui sont dans le mal, qui sont compromis, entre guillemets, qui ont été corrompus, compromis, etc. Les adorateurs du diable sont les gens qui sont infiltrés dans les médias, qui sont infiltrés dans les religions, qui sont infiltrés partout. Et ils sont des consultants, ils sont des banquiers, ils sont des administratifs, ils sont des soldats, ils sont des lobbyistes. Et en fait, toutes ces personnes, elles savent activer en groupe ce que font en fait les députés. Et c'est ce que tu disais en introduction, en parlant des PAC et ADL. En fait, ces gens-là savent mettre au pied du mur quelqu'un comme Trump ou 90% des congressmen ou des sénateurs américains pour les obliger à faire ce qu'ils veulent. Et c'était contre ça que se battait JFK. Il a été le dernier président américain qui voulait se battre contre ça. Et maintenant, on sait que ça a un rapport avec sa mort et que ça n'a rien à voir avec Lee Harvey Oswald parce que Trump a commencé à balancer le dossier. Et si vous lisez mes dernières lettres Substack, vous en aurez vraiment le cœur net puisque je l'ai détaillé en fait. Et effectivement, Jérôme parle de Soros et il a raison, c'est très important d'évoquer Soros, d'évoquer Bill Gates, d'évoquer Zuckerberg, d'évoquer tous ces gens qui sont patrons de grandes entreprises qui ont une importance phénoménale. Mais le plus important, c'est de se dire que c'est extrêmement diffus. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que le marécage aujourd'hui aux États-Unis, c'est l'intégralité des États-Unis. Et donc, ce que doit faire Trump, s'il veut traverser le marécage, c'est qu'il doit marcher sur le dos de crocodile en évitant, si tu veux, il utilise le mal pour traverser, pour aller à un endroit où il pourra mieux vider le marécage. Et cet endroit, c'est de devenir allié avec la Russie de Poutine, avec la Chine de Xi Jinping, avec l'Arabie Saoudite
et avec Musk. Et il faut dire que pratiquement tout le monde maintenant, à part les gens très proches de Donald Trump, essaie de lui dire « éloigne-toi d'Elon Musk ». Il est en train de devenir l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je l'ai expliqué aussi dans d'autres lettres Substack, depuis 2023, les mouvements comme EPAC et ADL sont persuadés que Musk n'est pas naïf, que Musk sait qu'il y a un vrai problème avec le rôle et la place d'Israël dans la société politique, dans la société civile, dans la société économique, financière américaine. C'est ce que décrivait Jeffrey Sachs dans la vidéo que tu as montrée en introduction. Ils le savent. Et ils savent que Musk a un réseau social hyper puissant et hyper influent. Donc, qui est capable de convaincre pas juste quelques dizaines ou centaines de personnes, comme toi et moi, on est capable de le faire, mon cher Karl, mais Oui. des milliers de personnes, des millions de personnes, des centaines de millions de personnes. Et ça, c'est dangereux. Parce que si tu balances les dossiers JFK, Epstein, les tours jumelles, le 11 septembre, tous les mensonges, puisque le nouveau patron du FBI a dit qu'il allait, que lui, il avait vraiment envie de balancer le truc. Avant d'être nominé, si tu veux, il a dit, voilà, ça c'est quelque chose, j'espère qu'on va balancer. Donc t'imagines comme ces gens-là sont terrifiés. Ah oui. Ils risquent d'être démasqués, mais le problème, c'est toujours ce piège. C'est-à-dire que ces gens-là représentent un pays ou représentent une orientation politique, mais il y a une confusion, ils représentent aussi une religion. Donc, il y a un risque d'amalgame. Alors qu'évidemment, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la religion, qui sont infiltrés. Le meilleur exemple, c'est les coupeurs de têtes en Syrie. Ils coupent des têtes d'innocents en criant Allah Akbar. Est-ce que tu crois qu'un seul musulman, une seule personne qui croit en Dieu, en Allah, une seule personne qui a lu le Coran, donc qui a lu Mohammed, et qui retranscrivait ce que Dieu lui a dit, pense que c'est normal de décapiter des femmes ou des enfants? Évidemment non. Ils sont en plus innocents. Donc ces gens-là sont des gens qui sont infiltrés et auxquels on demande de faire croire qu'ils sont des bons musulmans et ils ont des bonus s'ils crient Allah Akbar quand ils font leurs crimes. C'est comme tous les terroristes. Tu as remarqué que tous les actes terroristes, les gens font un acte terroriste en disant Allah Akbar. Mais tu te poses la question à n'importe quel musulman, il va dire non mais aucun musulman fait ça. Aucun musulman prend sa voiture bélier pour écraser des enfants dans un événement de Noël. Et d'ailleurs, on s'était rendu compte que celui qui avait crié Allah Akbar, en creusant, il appartenait à des sociétés secrètes, il était complètement fasciste, complètement d'extrême droite et très lié à tous les mouvements sionistes en Allemagne. Et si, en France, on n'avait pas tué tous les terroristes, on aurait remarqué qu'ils étaient souvent instrumentalisés par des services secrets. Puis, écoute, Bertrand, avec ton analyse fine, eschatologique, qui est pas facile à aborder, j'ai eu, il y en a qui appellent ça une synchronicité, pas nécessairement une synchronicité, mais j'ai, à travers une entrevue que Alex Jones a donnée à Maxime Bernier, on s'en va en élection au Canada actuellement, et il y a, c'est comme en France, hein, la plupart des partis sont dans la matrice canadienne, même nos partis dits nationalistes, mais il y en a un qui se démarque, mais qui est très peu médiatisé. Moi, je le fais venir à ma chaîne et d'autres, mais c'est pas aussi développé qu'aux États-Unis. Et il a donné une entrevue à Alex Jones, et je veux te montrer les images, parce que Alex Jones, lui, a pas peur d'y aller au niveau eschatologique. Dans le monde francophone, où la laïcité nous empêche d'aborder tout sujet d'ordre spirituel ou eschatologique, Alex Jones, lui, y va. On écoute ça, j'en fais mention dans mon émission d'hier avec Yves Bataille, et je veux avoir ta réaction là-dessus. On écoute juste cette partie-là et les images qu'il utilise. Bien important de regarder l'écran parce que je veux en parler à Bertrand. Il est un des seuls à aborder ça lui, de ce côté, du côté francophone. Je vous dis que aux États-Unis, il n'y a pas de complexe d'approche eschatologique. Que ici, j'ai le privilège d'avoir toutes les semaines avec Bertrand Scholler. Et pendant cette entrevue-là, il va passer des clips
sur effectivement dans quel monde on est rendu très satanique, ou en tout cas, lui, Alex Jones, a pas peur d'en parler et de le dévoiler. Je trouve ça intéressant parce que c'est des sujets qui, au Québec puis en France, on voit pas. Et à part avec Bertrand Scholler, entre autres, qui, lui, n'a pas peur de plonger dans ce type d'analyse-là. Regardez bien les images qu'il va présenter. And then people get corrupt, they get decadent, they go to sleep, people get spoiled, then corruption sets in, then another generation, more corruption, more corruption. Il parle de la corruption qui s'est installée dans nos sociétés, l'inversion des valeurs et autres. And then you are in the depths of insane asylum town, okay? And that's what we've got. Jeffrey Epstein and Peter Nygard and the UN and the sex trafficking and the NATO and the sex trafficking and the slavery and the illegal aliens, 25 million of them, millions in slave labor here. It's all admitted. And because we have become an evil culture at the top, a fish rots from the head down. Wow, on a mis des sataniques, ou en tout cas, c'est le mot qui est utilisé. Exactement, et c'est hyper important. Mais, ouais, tu peux parler de ta vidéo 2 secondes. Je savais que ça t'intéresserait. Ah oui. Vas-y, tes commentaires, puis on va continuer, parce que j'en ai d'autres à te montrer dans ce moment. Mais parce qu'en fait, ce que dit Alex Jones, c'est ce que commence à dire, enfin, ce qu'a commencé à dire Poutine il y a quelques mois, hein, sur les vampires, sur le bien et le mal. Là, maintenant, il va beaucoup plus loin. Il parle de forces sataniques qui sont à la tête de beaucoup d'États occidentaux. Et forcément, pour Alex Jones, qui maintenant est devenu un grand média, mais qui à l'époque était, quand il était plus petit, il allait dans tous les sens, eh ben, ça lui permet d'aller également sur ce terrain-là, sans risquer de choquer les gens, parce que je pense que de plus en plus de personnes sont prêtes à entendre que il se passe des choses qui dépassent tellement l'entendement qu'elles ne trouvent une explication que dans l'eschatologie. On continue. Regarde bien les images. Il va à fond à ce niveau-là. Okay, but renewal comes from the grassroots up. And so the renewal has begun. We're at the bottom of the cycle. We're now going into the new golden age. When Trump says that, it's true. The globalists said, Obama calls it the end of history. They said, we know this cycle's coming. We know we're about to be out of power. So they said, we're going to collapse it beforehand in a controlled collapse, then sell them on greater tyranny as the new revolution. That's not, it's never worked that way. It's not going to work that way. We have to beat this. And Quel cycle? Peux-tu en parler? Parce que c'est pas tout le monde qui comprend le français. Il dit, on est dans l'anglais. Il dit, on est dans un cycle. Peux-tu l'expliquer? T'es un de ceux qui l'expliquent. Lui, ce qu'il dit, c'est que les États-Unis, alors ce qu'il avait dit dans la première partie, c'est que les États-Unis sont au sommet de tout ce qui peut être fait dans l'adoration du mal, c'est-à-dire le culte de l'argent, le culte de la guerre, de la pornographie, enfin tout ce que tu vois, les gens sont gros, obèses, enfin c'est tous les 7 péchés capitaux. Donc, mais il dit que là, en fait, en plus, on est dans le cycle le plus bas. C'est-à-dire, c'est là où il y a la plus haute perversion et également la plus basse moralité, y compris chez les gens qui sont censés être, tu vois, en contrôle qui sont censés avoir la foi. C'est-à-dire que c'est un grand écart, en fait. Parfois, tu peux avoir toujours nous, par exemple, parce que c'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est l'esprit de ce qu'il dit. Nous, en France, historiquement, on avait les gens qui étaient plutôt conservateurs, qui étaient dans la religion, mais qui avaient une vraie religion, une vraie foi sincère. Aujourd'hui, ils ont une foi politique. Ce qui fait qu'en fait, cette foi ne contrôle pas tous leurs travers. Leur racisme, leur antisémitisme, leur côté roublard, voleur, etc., etc. Et donc, on est véritable à un moment où le diable peut facilement signer des pactes avec quasiment 100% de la population, puisque personne n'est protégé par sa foi, ou très peu de monde. Et donc, si la corruption est très haute, que la foi est très basse, eh ben, t'es dans le scénario catastrophe, en fait. Exactement. On l'a vu pendant la COVID, dans des régions francophones d'Afrique où la foi est encore très présente. Ils s'en sont sortis beaucoup mieux que des pays dits avancés de l'Occident. De par leur foi, hein, ils ont pas tombé dans la peur qu'on a essayé de nous faire. Ils se sont laissés guider par leur foi, ce que nous autres, on a perdu en grande partie. Moi, j'ai compris ça. Et on l'a pas perdu, on nous a forcé à l'effacer. Tu sais, quand ils font la laïcité, à l'école avant, on te faisait prier au début du cours.
Ouais. Maintenant, si un prof veut te faire prier au début du cours, il va en prison. Oui. Exactement. On continue. Et là, les autres images, on tombe dans, plus ça avance, plus c'est intéressant. On écoute. Say we've hit the bottom. We could easily get a lot worse here. Trump's trying to have a soft landing, but if it isn't really the bottom. Regardez les images. Essentiellement, il dit la gang à Obama et les mondialistes cherchaient le grand reset, cherchaient la crise, la guerre qui allait leur permettre de repartir les compteurs à zéro. Et le groupe de Trump, lui, essaie d'éviter ça et essaie d'arriver à un atterrissage en douceur. Et là, ça, ouais. Des images qui ont quand même capté mon attention. On écoute. Ah oui, mais il faut, juste, excuse-moi, mais il faut regarder qu'aux États-Unis, tu peux pas être soigné dans de bonnes conditions, mais si tu veux avorter, c'est des cliniques incroyables, parce qu'en fait, ton embryon va être revendu à prix d'or sur le marché cosmétique, greffe, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et les autres cliniques qui fonctionnent bien, c'était tout ce qui était avec la conversion du genre. Donc, en fait, tu as le côté Frankenstein de la vie éternelle en utilisant le corps des embryons qui est revendu et la fin de l'humanité, puisque si tu te mets à cibler les enfants, c'est que tu veux en finir avec l'humanité, en fait. Et Trump, il arrive à un moment où ces gens sont infiltrés partout. Ah oui, moi ici au Québec, on vit dans une colonie, on l'a vu, même quand on changeait de pouvoir, les fonctionnaires restent en place et eux sont là depuis plusieurs années et donc peuvent cuisiner n'importe quel nouveau venu donc ça prend des équipes aguerries, prêts à saigner du nez. Puis c'est ça qu'actuellement on voit pas là. Certains nous disent qu'il y a déjà un plan d'avance. Ne vous en faites pas, suivez le plan. Le plan se suit à la lettre, c'est que vous le comprenez pas. Non. Moi, je pense que on doit suivre ça avec attention, puis on peut pas tirer de conclusions trop hâtives. Mais moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à toi. J'ai dit, on va avoir une émission intéressante parce que ce qu'Alex Jones fait, ça se fait pas de notre bord ici, du côté francophone. Il y a à peu près juste toi qui traite l'actualité de cet angle-là. On continue. This would kill a third or more of the population we're going into. Now we have nuclear weapons. Now there's biological weapons. All the Rand Corporation actuaries show. That's why even Elon told the World Economic Forum 2 years ago at the World Government. Somebody said, listen, il parle là, des couvertures du Economic Forum, là, puis toutes les images. Non, mais il dit le nucléaire, les armes bactériologiques, etc. Il dit le tiers de la population mondiale pourrait disparaître très rapidement. Ben oui, puis nous autres, on a Chrystia Freeland qui nous dit comment ça qu'on n'a pas donné encore la bombe nucléaire à Zelensky? Fait longtemps que les Russes auraient pris leur trou. C'est à peu près la même logique ici au Québec qu'on aurait dit comment ça que les Chinois et les Russes nous envoient pas la bombe nucléaire pour se faire respecter notre indépendance du Québec? Ça n'a ni queue ni tête. L'Ukraine, est aux abords d'une grande puissance. Et ce qu'ont fait l'anglosphère, l'empire du mensonge en Ukraine, et dans le pourtour de la Russie depuis des décennies. Il faut juste aller voir, tu vas me citer le nom là de celui qui a fait la théorie du Rimland et du Heartland. Quand on comprend ce principe-là, il est beaucoup plus facile de comprendre les manœuvres de cet empire-là, vieille de 500 ans, qui s'est mis à dominer le monde avec la fin de la route des épices en 1453, je crois, la prise de Constantinople. Et là, est arrivé les puissances maritimes qui ont déstabilisé le monde. C'est le capitaine Place qui m'apprenait ça. Effectivement, les empires maritimes ont un peu l'idéologie des pirates, vont faire leur méchant coup et repartent avec le magot et ni vu ni connu. Et c'est un peu ça là qu'on souhaite voir la fin d'un empire qui en a mené trop large, puis qui a avec les banquiers judéo-protestants, les khazars que tu nous expliques bien ici à Brochu-Téré. Exactement, c'est clé. Ici, on est dans le paradis des khazars au Canada. Les banquiers orangistes et ce groupe-là ont pris le contrôle et c'est eux autres aussi que Trump brasse énormément en Amérique actuellement. Ils voient leur travail et la grande question, va-t-il réussir à sortir des griffes de cette influence-là? C'est la question qu'on suit, Bertrand. On finit cette vidéo-là. Et c'est la question clé parce que, en fait, les personnes pensent que Trump, c'est ce que j'essaie de dire en introduction, il arrive et il est comme Macron. Je te parle des Français. Donc, il a plein de pouvoir. Mais
une exception. Macron, c'est sans doute le président le plus puissant du monde, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il a le contrôle complet d'une puissance nucléaire, d'une administration, de tout ce que vous voulez. Il décide de tout. Et comme en plus, en réalité, c'est lui qui tire complètement les ficelles à Bruxelles, et on a vu, il tire beaucoup les ficelles aussi quand il va aux États-Unis, puisque c'est lui qui avait convaincu finalement Trump de rencontrer Zelensky, alors que Trump pensait que c'était une mauvaise idée. Je te rappelle que si Trump avait pas rencontré Zelensky, on serait pas dans la situation dans laquelle on est là, puisque c'est parce que Trump a rencontré Zelensky que soi-disant Zelensky a été maltraité, que les Anglais ont immédiatement invité toute l'Europe à Londres et le Canada pour se mettre d'accord et pour commencer, etc. C'est toute cette dynamique qui s'est créée. C'est-à-dire que c'est ce piège qu'ils avaient tendu à Trump et dans lequel, entre guillemets, je sais même pas pourquoi son instinct, son intuition lui disait le fais pas et il voulait pas le faire et il s'est laissé convaincre par Macron. Et à chaque fois que les gens se laissent convaincre par Macron, c'est une catastrophe. Regarde là en Europe, hein, Orban essaie de résister, bah ils disent bah ok, bah Orban la Hongrie, comme elle a des problèmes financiers, des machins, elle a plus le droit de voter. Comme elle est manifestement liée à la Russie, bah, ça veut dire qu'elle est contre l'Union européenne, donc ils ont plus le droit de voter. Donc, et bah Orban se retrouve le couteau sous la gorge et bah il va avoir le choix entre accepter ce que demande l'UE ou accepter ce que demande l'UE. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est une vraie dictature. Alors les gens ils disent mais non, la dictature c'est la Corée du Nord. Ok, la Corée du Nord, franchement. Il n'y a pas grand monde qui a envie de vivre là-bas pour plein de raisons. Mais il faut savoir pourquoi la Corée du Nord ressemble à ça. Ils ont subi une guerre par les États-Unis où 30% des habitants ont été tués. 30%. Même à Gaza où c'est terrible, on n'en est pas là. Ah, c'est ça aussi. L'ignorance a le jugement facile. Ils se sont fermés au reste du monde. Ils peuvent plus faire confiance à personne. Ça veut dire que des parents avec un enfant, tu as forcément soit l'enfant, soit le père, soit la mère qui sont morts. Plus d'un tiers. Ah oui, oui. Puis ça dépasse tellement l'entendement là, de ce qui se passe aujourd'hui et dans plusieurs foyers un peu partout sur le globe. Je reviens pour finir avec ces images-là d'Alex Jones parce que je vais t'en montrer une autre par la suite de Macron. Toi qui nous expliques ça comme il faut. J'ai eu 2 vidéos vraiment très révélateurs. Celle-là puis un autre. On termine celle-là, puis je veux finir le sujet. De changer actuellement. On continue. Les images sont importantes, même si on comprend pas trop l'anglais. Ça vient chercher les explications que tente courageusement de nous présenter Bertrand Cholère. You think you're going to cut off resources, use it for control, and you're going to ride out this reset because it's going to cause total war and destruction. And Klaus Schwab's like, well, yeah, we're going to use that. And Elon's smart enough, even if he's a bad guy, I'm not saying he is, but if he was, to know, he told him, you'll never survive this. We cannot have a collapse. Okay? Yes. Only real free market reforms, only real cultural renaissance of values and becoming good again will fix it. That's what creates prosperity. Il parle des valeurs. Mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais, dans le mal, ils sont très hauts et dans le bien, ils sont très bas. Donc, il faut monter le bien, remonter les valeurs et baisser au maximum le mal pour que les courbes s'inversent. Mais aujourd'hui, il y a une telle domination du mal par rapport au bien que c'est disproportionné. C'est pour ça que je parle des 5 fantastiques, c'est que il y a que des gens comme ça qui peuvent réussir à inverser la tendance, mais ils ne peuvent le faire que main dans la main. C'est-à-dire, s'ils continuent à faire une danse de vente lointaine que personne ne comprend, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, Hollywood, tout le monde a tellement mis dans la tête des gens que la Russie, la Chine, c'est le mal absolu, que ceci, que ça. Il y a très peu de gros comptes qui osent dire que c'est bien. Tu vois, même quelqu'un comme Elon Musk, il n'ose même pas y toucher. Il a été tellement échaudé en 2023 quand il a osé dire que finalement, ce que faisait Israël avec les Palestiniens, c'était pas super, mais ça a failli le détruire. Il a failli tout perdre. Et donc, il sait très bien que s'il veut jouer son rôle dans le camp du bien, eh ben, il est comme Trump. Il doit se fondre entre guillemets au milieu des vampires et des cannibales, parce que tu ne peux pas faire comprendre quand t'as tous les médias qui disent oh il est antisémite ou oh il est machin. Tu peux même plus essayer d'être intelligent. Tu peux que dire
je me suis trompé, je vais aller voir Netanyahou, je vais donner des millions aux victimes, aux familles des otages, aux machins, etc. C'est-à-dire, et même une fois que tu as fait ça, à vie, de toute façon, tu vas être scruté, en fait. Et c'est ce qu'il vit. Et Trump, pour l'instant, il a jamais pris de position contre Netanyahou, à part dans l'intimité, en disant que c'était vraiment le roi des salauds, si tu veux. Il avait dit, j'ai obtenu des Palestiniens un accord de paix, mais franchement, Netanyahou, il va tout faire pour tout saboter. C'est Trump qui disait ça. Sauf qu'il n'est pas allé au bout de la logique. Il n'est pas allé jusqu'à dire que sont infiltrés depuis l'époque des Khazars et depuis avant, à l'intérieur de la religion juive, des gens qui sont diaboliques et qui ont pris le contrôle de certains livres religieux, de certaines pratiques, de certaines envies, etc. Et tout le problème, c'est que tout ça arrive en collision avec des religions qui, a priori, sont pures et traditionnelles et qui deviennent illisibles à cause de ces infiltrations. Et c'est vrai aussi chez les musulmans. C'est pour ça que tu as tellement de schismes entre les sunnites, les chiites, les machins, etc. Et chez les chrétiens, entre les catholiques, les orthodoxes, les protestants. Tout ça, c'est lié à notre côté humain, en fait, au fait qu'on est imparfait. Et donc, ce que dit Alex Jones, c'est que c'est même pas par rapport aux religions c'est qu'il faut remonter les valeurs morales, il faut remonter l'éducation, il faut remonter la confiance. Ça veut dire qu'il faut améliorer les infrastructures, il faut améliorer les hôpitaux, il faut que les gens aient des vrais métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis comme partout, il y a plein de gens qui n'ont pas des vrais métiers. Et on s'entend, Bertrand, que c'est des changements qu'on comprend vite par rapport à ce que tu viens de nous dire, des changements qui nous sont imposés inévitablement. Là, va falloir à un moment donné se regarder le nombril puis dire c'est quoi qu'on change. Ça se fait pas en 2 semaines. Ça va se faire dans le temps. Et la seule chose qu'on doit éviter, c'est le chaos. C'est un gros dossier, tu vas me dire, mais Oui. moi, j'ai l'impression que je regarde les mondialistes en ce moment, je regarde leur argumentaire, je regarde leur réaction. Quand c'est rendu que tu te réjouis des problèmes des autres, Exactement. quel que ce soit là, dans notre vie privée ou quoi que ce soit, on dit OK, là, cette personne-là, là, il n'en reste pas pour longtemps. Ils sont en train de creuser leur propre tombe. Et je pense que le mieux pour eux aussi, pour éviter des effusions de sang, le plus vite maintenant que ça va être fait, le mieux que ça va être pour eux autres. Et mais je vois pas encore des leaders en Europe capables de changer l'opinion publique parce que on est complètement bloqué. Arnaud Devré nous l'a parlé, de médias complètement commandités, Bertrand. Comment on va pouvoir s'en sortir tant qu'on met cette merde-là dans le cerveau de nos concitoyens? Ben, écoute, le truc, c'est que tu poses la question, c'est le vrai problème. L'essentiel, c'est ce que toi et moi on fait. C'est-à-dire que nous, on parle aux personnes qui nous écoutent comme si c'était nos amis, comme si c'était nos familles, comme si on était à table avec des gens en qui on a une totale confiance. C'est-à-dire que, évidemment, on prépare un peu l'émission, tu prépares des vidéos, des choses comme ça, mais on parle avec notre cœur. Ce qui fait qu'il y a une petite chance pour que les graines qu'on plante, elles, se diffusent. Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut pas imposer aux gens, croyez-nous. Ça prend vachement de temps. C'est pour ça que je fais des lettres, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que j'accepte les invitations quand on m'invite parce qu'en fait, on est obligé d'être des jardiniers. Là, maintenant, on est dans l'étape où on est obligé, même s'il y a urgence, d'aller tout doucement. En fait, les gens, ils sont tellement choqués. Si tu veux, ça fait des années qu'on leur apprend à être débiles. On peut pas les rendre intelligents subitement. Ils ont vu tous les films avec Sylvester Stallone. Les méchants, c'était les Russes, les Arabes, les musulmans, les machins. Ils ont vu les tours jumelles, c'était des musulmans. L'attentat de Crocus, c'était des musulmans. En Syrie, c'est des musulmans qui coupent les têtes et dont les Israéliens vont devoir nous débarrasser. Et partout, les gens qui tirent sur les maternités, c'est les Russes. Les gens qui enlèvent des bébés, c'est les Russes. Les gens qui tiennent Trump, qui est censé être le pire président du monde, c'est les Russes. Donc, là, on est obligé, malheureusement, de redémarrer. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a perdu la mémoire de tout. Puis tu te dis, non, mais il savait faire des équations compliquées, il savait faire plein de choses. Non, pour recommencer au béaba. Tu vois, par exemple, la dernière lettre que j'ai envoyée ce matin, j'ai repris l'histoire. Et les gens me disent,
Waouh! Waouh! Quand on prend les trucs par l'histoire, qu'est-ce que c'est bien? Parce que, par exemple, qui connaît au Canada l'histoire du Québec Et aujourd'hui? Non, mais qui connaît? pas beaucoup. Qui peut comprendre pourquoi le Québec, c'est le Québec? Personne. Pour eux, vous êtes juste des emmerdeurs qui veulent parler une autre langue, qui devraient être très contents d'être à l'intérieur du Canada. Et voilà, point barre. Mais personne connaît votre histoire. Ah oui, puis c'est effectivement ton obstacle parle de l'histoire, entre autres, du Hamas, qu'on diabolise depuis quelques mois. Et quand moi, j'ai pas des connaissances, mais j'avais l'intuition avec le Hamas que c'était la réponse qui était à la hauteur de la menace de la région. Les gens les traitent de terroristes, traitent Bachar al-Assad de tyran, parce qu'on comprend pas tout à fait les dynamiques là-bas. Là. C'est pas Mère Teresa qui aurait pu diriger la Syrie. Là. Ça prend quand même des gens qui sont capables de voir les couteaux qui peuvent leur arriver dans le dos. J'ai un autre vidéo là-dessus à te présenter, où Poutine, en 2014, le disait. Il n'y a pas juste Bachar al-Assad qui a fait des choses violentes, qui a dû faire face à des groupes de toutes sortes. Mettez-vous dans sa peau. Et les sanctions. Oui. Donc, ils ont cette capacité-là, Bertrand, de diaboliser les gens. Puis au Québec, on l'aurait vécu pareil. En 95, les Anglo-Saxons nous attendaient avec une brique fanale après une victoire courte d'un référendum à 51%. Les Anglais nous auraient viré de bord, nous auraient traité encore une fois aussitôt là, qu'on aurait voulu présenter une constitution le moindrement identitaire qui allait affirmer une fois pour toutes l'État français. Les ennemis du Québec auraient sorti, puis c'est pas nous qui avons le pouvoir. C'est simple à comprendre, ça. Oui. Et tout passe par les médias. Moi, je respecte tellement fort au Canada, Bertrand. Regarde votre nouveau premier ministre. Oui. Il vous arrive exactement ce qui s'est passé en Angleterre. Clac, d'un seul coup, ils sortent un mec, Don Sezou, qui devient premier ministre. Et tu te rends compte que le mec, il est parfaitement préparé. C'est comme si ça faisait des mois et des années qu'en sous-marin, on le prépare pour le pouvoir à ce moment-là. Je sais pas si tu vois qu'il est le mec parfait pour être l'ennemi parfait de Trump. Exactement. Écoute, Mark Carney, actuellement, là, on assiste à une campagne de propagande actuellement au Canada, là, qui est à l'image de ce qu'on vous a servi avec Macron à l'époque, que personne ne connaissait. Mais ici, là, ça s'est fait à vitesse grand V. Et là, c'est de voir nos partisans du Parti libéral qui font semblant de le connaître depuis 5 ans. Personne, même les plus grands partisans du Parti libéral, Bertrand, ne connaissaient pas cet individu-là. Et effectivement, tous les messages publicitaires qui s'alignent actuellement, c'est le banquier qu'il nous faut contre l'équipe de Donald Trump. Il pense, lui, là, qu'avec ses culottes courtes, puis flanqué de Mélanie Joly, puis Chrystia Freeland, qui s'est sauvée, hein? Elle a démissionné, là, elle est revenue dans la course du Parti libéral, et là, on la revoit, là, elle va avoir sûrement des fonctions dans l'équipe Carney. Elle a démissionné, elle, quelques jours avant le dépôt de son budget d'un déficit record de 63 milliards de dollars. Les gens-là roulent sur l'argent des autres, et les journalistes sont là, puis ils regardent, puis ils disent, c'est donc beau, ils sont... Chrystia Freeland, une chance qu'on l'a. Mélanie Joly, si tu voyais les reportages qu'on a fait, puis qu'on fait encore par rapport à la guerre en Ukraine, et on nous fait croire qu'elle se lève à 3 heures du matin pour faire un téléphone avec l'ambassade d'un tel pour sauver l'humanité. C'est de toute beauté à voir, Bertrand. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Et tu te dis qu'en fait, comme t'as pas le contrôle des grands médias, tu ne peux pas t'adresser aux paroles qui entendent ça 50 fois par jour et qui vont trouver que c'est normal, que c'est bien même, qu'il est le sauveur du Canada. Exactement. Puis écoute, c'est pas juste là dans des radios au Québec là dédiées à des débats politiques. Moi, sur les chantiers de construction, on écoute des postes où il y a surtout de la musique, mais l'animateur peut livrer des messages insidieux. En ce moment, là, Bertrand, sur les chantiers de construction, là, j'entends là des commentaires avant une chanson anti-Elon Musk. Oups, on passe une petite joke insidieuse. C'est l'ennemi numéro 1. Parce qu'Elon Musk, c'est le mec le plus important de notre camp. Il est, à part évidemment les 4 autres grands fantastiques, en tant que non-homme politique, il est la pièce maîtresse. C'est ce qu'il a fait avec Starlink, SpaceX, Tesla, etc.
il a créé les conditions de l'autonomie de l'humanité s'il y avait une catastrophe. C'est-à-dire qu'on redescendrait pas à l'âge des cavernes grâce à lui. Grâce à lui, bah, sur les maisons, quand tu as des panneaux solaires, bah, tu recharges tes voitures. Donc tes voitures, tu les utilises plus comme voitures, mais tu les utilises pour avoir de l'électricité pour ton ordinateur, pour pouvoir te communiquer avec Starlink, avec d'autres personnes, etc., etc. Et d'un seul coup, tout prend sens. Ah oui, ah oui, ah oui. Elon Musk. Puis Oui. mon collaborateur, Bob Sirois, m'a fait une belle capsule ce matin. Il m'a parlé aussi des robots d'une valeur de 30 000 là, qui a mis en marché. Il y en a déjà 5 000 là, prêts à livrer ou dans les prochaines semaines. Donc, faites le calcul, là, 30 000 5 000 fois 30 000 pièces, ça fait déjà. Parce que l'autre chose, on se réjouit de tous les déboires actuellement de Tesla. Ouais. Ceux qui encensaient l'industrie automobile électrique, qui sauve le réchauffement de la planète et autres, aujourd'hui ont viré complètement de bord. Et je le faisais remarquer à d'autres, Bertrand, la capacité qu'ils ont de diaboliser du jour au lendemain quelqu'un qu'on encensait il y a quelques semaines. Oui. Et la plupart ne comprennent pas le travail qu'il fait. En quoi ça nous concerne? Il fait le ménage à l'intérieur de l'administration des États-Unis. Moi qui rêve de ça au Québec, au Canada, qu'on fasse le fond de l'histoire. On a eu ici une commission qu'on a appelée Charles Bonneau pour faire la lumière sur le financement des partis politiques. Puis un policier qui avait fait une étude qu'on a tabletté pour 100 ans. On l'a caché pendant 100 ans parce qu'on a dit que ça allait créer du désordre social. Il disait dans son rapport, on a eu quelques phrases, que 80% du financement des partis politiques était frauduleux. Ouais. Et, mais c'est comme les dossiers de JFK. Les gens sortent pas tout ce qui pourrait fâcher. Exactement. Donc, on travaille fort, nous, sur les croyances, on travaille fort sur le réel. Puis, c'est ce qui nous motive. Moi, Bertrand, j'apprécie beaucoup tes passages. Y avait-tu d'autres choses que tu... Ah oui, je voulais te faire écouter pour terminer. Non, mais juste un point par rapport à Elon Musk, hein. C'est que le fait qu'il soit devenu l'ennemi public numéro 1 de la planète, au même rang que Trump, au même rang que Poutine, au même rang que Xi et Ben Salman, montre bien qu'ils sont importants. Parce que parfois les gens me disent oui, mais ça pourrait pas être dans le camp du bien un Indien ou un Iranien ou un machin. Non, parce qu'ils sont pas là depuis aussi longtemps. Ben Salman, il a toujours été là pour gagner. Xi, il a toujours été là. Trump, il a toujours été là. Poutine, il a toujours été là. C'est-à-dire aussi loin que vous regardiez en arrière, ils avaient ce destin. Les autres, ils sont là un peu par hasard, entre guillemets. Et Musk, il a un destin inimaginable. Il est le cofondateur de PayPal, il est le cofondateur... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Ces gens ont un destin pour nous tous. Écoute, cette madame-là, elle monte une lettre. Il y a des voisins qui envoient une lettre qu'il faut qu'elle vende sa Tesla, sinon ils vont mettre le feu dedans. Oui, mais ça m'étonne pas. Il y a des gens qui se font couper sur la route, qui ont des Tesla, qui se font couper par... Puis ici au Québec, là, j'ai pas eu le vidéo, j'ai pas réussi à le retrouver avant l'émission. On a eu 2 jeunes qui ont été peinturés une vitrine d'un concessionnaire Tesla. Les jeunes là-dedans, là, sont complètement... Là aussi, on est capable de les virer de bord. L'émission que tu vois en dessous, là, qui est une émission à ABC, qui était très pro Elon Musk, il a parti son émission cette semaine en riant des déboires à la bourse de la compagnie d'Elon Musk. Donc, ça, moi, c'est des choses que je réponds plus, Bertrand. On a une expérience, on a une carapace. Nous autres, on est capable de pas trop s'emporter face à des insultes de la sorte. Et ça nous renforce. C'est le contraire. Et tu avais des sujets à aborder avant de terminer, Bertrand? Non. Merci beaucoup. On va suivre, hein, Mark Carney, notre premier ministre du Canada. On est en campagne électorale, Bertrand, au Canada. J'aurai beaucoup de choses à te dire là-dessus. Ça va être intéressant à suivre. Puis, bien sûr, la situation au Proche-Orient là, qui semble se détériorer. Ah, c'est terrible. Le Yémen aurait attaqué un porte-avions américain. Et ça, c'est sûr qu'ils ne le montreront pas, là. Non. Et nous, ça fait longtemps qu'on en parle à Brochu TV. Il y a un matin qu'on va se lever, puis il va y avoir un porte-avions dans le fond de la mer, hein, puis ils vont se demander pourquoi. Ouais, mais c'est surtout que les Russes ont dit depuis le début, puisque vous utilisez l'Ukraine pour nous faire du mal, on va utiliser des proxys pour vous faire du mal. Voilà. On est capable de jouer le jeu les deux, c'est ça. Exactement. Et donc, des missiles hypersoniques précis avec les outils,
c'est des porte-avions qui coulent. Hein. Ah oui, parce on a retiré un là, cette semaine aussi. J'ai vu passer ça dans les informations. Là. On était un petit peu trop proche de la portée de ces missiles-là. On a préféré se retirer. Bref, ça va être intéressant à suivre. Merci, Bertrand. Et c'est moi qui te remercie. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.